Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes ce matin le 4 juin 2024 et tout va super bien dans le meilleur des mondes. Les marchés n'ont pas explosé hier, il s'est passé plein de choses, mais si vous regardez tout simplement les performances des indices, vous dites « Waouh, ça n'a pas dû être terrible comme journée, qu'est-ce qu'on a dû s'emmerder ?» Ouais, c'était pas loin de ça, mais quand même à l'intérieur, si vous voulez, il y a plein de petites histoires qu'on peut raconter. Et finalement, c'était une journée assez sympa, parce que quand on regarde ce que je peux mettre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il s'est quand même passé plein de petits trucs assez intéressants, positifs et en même temps qui font un tout petit peu peur par moment quand même. On parle de tout ça juste après le générique. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais signaler une chose. Sur la chaîne Swissquote en français, nous avons passé les 10 millions de vues. 10 millions de vues sur les vidéos qu'on a fait. On a fait quelque chose comme 900 vidéos depuis 4 ans à peu près sur cette chaîne, depuis 4 ans qu'elle existe. Et aujourd'hui, nous avons passé les 10 millions de vues. Et tout ça, alors qu'on n'est toujours pas à 40 000 abonnés. Enfin bref, tout ça pour dire que bien c'est une superbe aventure. Ça fait même pas 4 ans, hein, ça fera 4 ans au mois de septembre que je suis sur cette chaîne, que Vincent Gann est là également, et que tout ce qui a été mis comme contenu dessus nous a amené jusqu'à ces 10 millions de vues. Donc c'est génial, c'est juste impressionnant. Alors c'est ridicule par rapport aux grands youtubeurs de la planète. Mais c'est pas grave, moi je suis super content d'avoir passé les 10 millions de vues et c'est grâce à vous, donc merci. Alors on va commencer avec ce qu'il s'est passé lors de la séance d'hier. Alors tout d'abord, il faut regarder l'aspect macro parce que l'aspect macro c'est le truc le plus important qu'on a aujourd'hui et c'est ce qui nous mène gentiment sur ce chemin de l'éventuelle baisse des taux aux États-Unis. Vous connaissez l'histoire, ça fait 3 semaines, un mois, voire plus que je vous bassine avec ces histoires de baisse des taux. 3 semaines, un mois, 6 mois que je vous bassine avec ces histoires de baisse des taux. Donc on continue notre chemin dans les méandres de la macro afin de savoir qu'est-ce qui va se passer et surtout quand est-ce que ça va se passer. Alors hier aux États-Unis, il y avait deux chiffres qui étaient super intéressants. C'était l'ISM manufacturier et le PMI manufacturier. Alors deux chiffres complètement différents, d'ailleurs deux résultats complètement différents puisque l'ISM manufacturier était clairement en dessous des attentes, donc contraction, et de l'autre côté, eh bien ça allait, c'était mieux que les attentes, donc c'était plutôt pas mal. Alors ce qui est assez intéressant à observer, c'est qu'encore une fois, on est toujours dans notre stratégie du moins pire et de toujours chercher ce qu'il y a de bien à l'intérieur d'un chiffre. Vous avez un chiffre pourri, il suffit de le retourner un petit peu dans tous les sens, de le secouer, de le malaxer, et à la fin, vous ressortez un chiffre positif. Donc l'ISM manufacturier hier, qui était plus faible, eh bien on s'est dit, ah bah c'est bien alors tout d'un coup, alors comme ça, ils vont pouvoir enfin baisser les taux parce que l'économie ralentit. Oui, en même temps, l'économie ralentit, on n'aime pas trop entendre le mot économie ralentie, mais ça, on le met de côté pour l'instant. On y reviendra certainement un jour, mais on n'est pas dans le mood pour l'instant. En revanche, sur l'autre PMI qui lui était meilleur, alors là on se dit, ah bah quand même, on voit que l'économie va bien. Mais on se pose pas la question de savoir si l'économie va bien, est-ce que ça pourrait pas empêcher potentiellement la Fed de baisser les taux. Eh bien c'est toute cette espèce de dichotomie dans laquelle nous sommes aujourd'hui qui fait qu'on nage, on surnage avec des mauvaises nouvelles qu'on interprète comme des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles qu'on interprète comme des bonnes nouvelles. Donc pour l'instant, tout va bien du côté macroéconomique. Alors si on regarde un tout petit peu plus loin que le bout de notre nez, tout va bien au niveau des nouvelles macroéconomiques, mais si vous regardez ce chiffre-là, là je vais essayer de pas oublier de mettre le chart, mais si vous regardez ce chart-là, eh bien vous verrez, c'est le Chicago PMI. Le Chicago PMI est sorti vendredi dernier, on n'en a pas parlé jusque-là, on en parle très peu d'ailleurs. Si vous regardez un petit peu sur les réseaux, il y a très peu de gens qui abordent le sujet du Chicago PMI, mais il est sorti vendredi et il était dégueulasse. Dégueulasse, il n'y a pas d'autre terme, il était immonde. Et quand vous regardez où se retrouve le Chicago PMI aujourd'hui sur le graphique, eh bien on est très très bas. Et ce genre de niveau très très bas, eh bien on ne l'a jamais vu sans finir par être en récession. Et voilà, donc c'est un signal de récession qui a été déclenché par le Chicago PMI, mais tout le monde s'en fout parce qu'on est content si les chiffres de l'ISM manufacturier qui montrent un ralentissement économique, eux, nous permettent d'imaginer que la Fed pourra baisser les taux, parce qu'à la fin, la seule chose qu'on veut, c'est les taux qui baissent. D'ailleurs, avec les chiffres qui sont sortis hier, le fameux sondage pour savoir quand c'est qu'on va baisser les taux est remonté de 52% à 59% pour dire qu'on baissera sûrement les taux au mois de septembre, à 59% de chance.
Proche de 1 sur 2 quand même, hein. C'est vraiment de la fiabilité de haut niveau. Autrement, si on regarde le reste des nouvelles qu'on a eu hier, alors on notera bien sûr l'excellente nouvelle de Nvidia qui nous annonçait son nouveau produit pour 2026. Donc ça, c'est une super bonne annonce. Le marché a adoré, plus 5% sur Nvidia, ce qui a permis finalement au Nasdaq de terminer en hausse, au SOX de terminer pas trop mal, au S&P 500 de terminer en hausse parce que ça tirait tout ça en avant. Nvidia, c'est un peu le moteur de la performance des marchés pour l'instant. Tout le monde adore ce titre. C'est vraiment la société absolument géniale. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'on est prêt à lui payer déjà 2 ans d'avance les bonnes nouvelles sur ces produits qui vont sortir dans 2 ans. Donc on est déjà super emballé par les résultats de ce moment-là. On part déjà du principe que la croissance qu'on paye aujourd'hui, elle va continuer la même chose, qu'il n'y aura aucune différence, jamais de ralentissement et jamais de concurrence. D'ailleurs, hier, en même temps que Nvidia présentait son nouveau produit, il y a AMD qui a présenté leur nouveau produit, il y a Intel qui ont présenté leur nouveau produit, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde n'achète que Nvidia parce que le seul produit qui va marcher dans l'intelligence artificielle, c'est bien sûr seulement et uniquement les produits de Nvidia, donc c'était l'euphorie. D'ailleurs, il y avait un petit dessin qui est apparu dans les médias américains ce matin où on voyait 2 guichets, hein. Vous avez un guichet avec une personne au guichet et un autre guichet avec une foule monstrueuse à ce guichet-là. Et à gauche, vous aviez Nvidia $100, Nvidia $1000 sur celui de droite, ce qui veut dire que effectivement, quand c'était à $100, personne n'en voulait, et aujourd'hui, à $1000, tout le monde est prêt à vendre sa grand-mère pour en acheter. Néanmoins, ça permet aux indices américains de se trouver dans une configuration qu'on trouvera plutôt intéressante. On a vraiment l'impression qu'on a fait cette mini-consolidation à court terme et qu'on va repartir à la hausse pour aller chercher les plus hauts de tous les temps de nouveau. C'est assez logique parce qu'avec tous les chiffres de l'emploi qui vont nous tomber dessus, les JOLTS tout à l'heure, et puis demain les chiffres ADP, et puis vendredi les non-farm payrolls, on a largement de quoi trouver là-dedans une bonne nouvelle pour se dire « Ah bah finalement ça va bien, ils vont pouvoir baisser les taux ». D'ailleurs, je retiens une estimation, vendredi, les non-farm payrolls, aujourd'hui le consensus attend 170 000 créations d'emplois, grosso modo, mais un analyste a dit l'endroit idéal pour publier, ce serait entre 125 000 et 175 000. Donc là au milieu, si on publie, ça veut dire le marché de l'emploi est suffisamment faible pour laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres afin que la Fed puisse enfin baisser les taux au mois de septembre. C'est un scénario qui a l'air de se préparer à se dérouler sans accroc, qui nous permettra de monter bien sûr au plus haut historique ces prochains temps. C'est en tout cas la gueule que les charts montrent pour le moment. Mais je reviendrai à la fin de cette vidéo sur une nouvelle qui est sortie aujourd'hui dont tout le monde se fout, mais qui pourrait peut-être faire changer la donne à très court terme. Autre nouvelle, bien sûr, Roaring Kitty, c'est le truc qui occupe tout le monde. Hein. Hier, GameStop a ouvert à 40, est monté jusqu'à $40, elle clôture à 28, une volatilité débile mentale, tout le monde en parle, tout le monde ne parle que de ça. Il y a E-Trade qui a pensé qu'il veut d'ailleurs éjecter Roaring Kitty de ses clients parce que ça fait mauvais genre de ce genre de manipulation de titres. Il y a Citron Research qui a publié un article en disant que c'était ni plus ni moins de la manipulation de marché. Bon, en même temps, Citron Research, on sait qu'ils sont short sur GameStop, alors ça leur fait moyennement plaisir ce genre d'histoire. Et puis en plus, on sait surtout que tout le monde se concentre sur les positions de Roaring Kitty pour voir ce qu'il est en train de faire. Alors aujourd'hui, il gagne pété d'argent. Je sais plus, je crois qu'il s'est fait quasiment 80 millions sur la journée d'hier, mais il a rien vendu. Il a toujours ses calls, ses actions, il n'a rien vendu du tout. Donc ça veut dire que pour l'instant, il y croit à mort. Mais il y a aussi une rumeur qui est en train d'enfler dans le marché, comme quoi ce serait pas lui tout seul. Le gars avec son look des Village People ne serait donc pas tout seul. Il y aurait potentiellement quelqu'un, une éminence grise qui aurait mis du cash derrière pour l'aider à faire monter la mayonnaise. En tous les cas, on parle toujours beaucoup de ça. Et pendant ce temps, eh bien, la SEC sont toujours en course d'école. Ils sont en train de faire un cours sur ramasser les champignons dans les bois. Et puis, pour l'instant, eh bien, ils ne disent rien, ils ne parlent pas. Ça a l'air de pas trop les intéresser. J'imagine qu'ils sont très occupés à rédiger les drafts pour les contrats pour le nouvel ETF sur l'Ethereum. Autre nouvelle spectaculaire de la journée, si vous regardez aujourd'hui la valorisation du portefeuille de Roaring Kitty, il vaut à peu près 300 millions de dollars et des poussières. Et si vous regardez le portefeuille de Warren Buffett hier, à un certain moment donné, il valait la même chose. Donc Warren Buffett s'est retrouvé aussi riche que Roaring Kitty. Warren Buffett, qu'on estime quand même sa fortune à 120 milliards de dollars, et là, tout d'un coup, instantanément, il s'est retrouvé à 300 millions. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu un glitch, un blip, un bug, un truc bizarre qui s'est passé sur les marchés, et tout d'un coup, Berkshire Hathaway, le titre de Warren Buffett, a chuté de 99,7%, et on s'est retrouvé à des niveaux de prix à 187, alors que le machin vaut 600 000 balles, plus ou moins, je crois, un truc comme ça. Au résultat, le titre s'est fait démonter, pour un problème technique, bien sûr. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Quand vous avez des problèmes techniques, on sait jamais d'où ça vient, on ouvre des enquêtes, et on nous dit
jamais comment ça s'est passé et ce qui s'est passé. Pendant la chute verticale, il y a des petits malins qui ont été suffisamment rapides pour venir racheter des titres Berkshire Hathaway à 180 balles. 3000 pièces ont été échangées. Je vous laisse imaginer ce qui se passe quand le titre remonte à son prix original. Les gars ont fait un carton. Et donc, vous avez plein d'histoires sur X qui racontent le success story de ces gens-là qui ont mis 5000 balles et qui sont devenus millionnaires en l'espace de quelques minutes. Sauf que, aux surprises, ce matin, les autorités boursières ont décidé d'annuler toutes les trades parce que c'était une erreur technique. Alors, je ne sais pas si c'est les algos ou l'intelligence artificielle qui sont en train de prendre le pouvoir et qui font des tests pour voir à quel moment on va craquer nerveusement. Et quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend en ce moment dans les marchés, on a quand même raison de penser ce qu'on pense. Autrement, on peut aussi parler de la chute du pétrole qui est descendu largement en dessous des 77 $ qui était plus ou moins de support qu'il fallait pas lâcher. Donc, l'interprétation des annonces de l'OPEP de ce week-end laisse supposer qu'effectivement ils vont continuer à couper la production, mais en même temps ils vont lâcher du lest à droite à gauche. Donc bam, le baril s'est planté à 73,50 ce matin. Ne vous précipitez pas à la pompe à essence, ça n'a strictement rien changé. Pour l'instant, ils vont laisser les prix là parce que forcément, c'est le pétrole qu'ils ont payé beaucoup plus cher il y a longtemps. Donc ils vont d'abord l'évacuer celui-ci. Entre deux, le pétrole aura eu le temps de remonter. Résultat, vous ne bénéficierez jamais, ou a priori jamais, de cette baisse du pétrole. C'est une quasi-certitude, c'est ce qui se passe en général. Mais bon, pour l'instant, le pétrole est plus faible. Le Bitcoin a tapé les 70 000 $ hier avant de retourner à 69 200 ce matin. L'or ne fait strictement plus rien, ça n'intéresse plus personne pour le moment. Les marchés asiatiques sont paralysés parce qu'ils attendent d'avoir plus d'informations sur la suite des événements au niveau des taux d'intérêt et au niveau des chiffres de l'emploi. Et ils ont bien raison, les jolts cet après-midi, grosso modo, c'est plutôt calme. D'ailleurs, les futurs sont indiqués en hausse de 0,01% ce matin, c'est quasiment l'euphorie. Mais il y a une news qui est sortie hier soir, c'est la FDIC. Alors, la FDIC, c'est la Federal Deposit Insurance Corporation. C'est un État, c'est un organisme d'État, mais indépendant de l'État, qui est censé garantir les dépôts bancaires des Américains dans les banques jusqu'à 250 000 $. On a beaucoup parlé d'eux l'année dernière quand il y a eu la crise des banques et quand le Crédit Suisse est devenu l'UBS. Grosso modo, quand on parle d'eux, c'est jamais une bonne nouvelle. Et hier, ils ont publié leur rapport de risk review et ils se sont rendus compte que les pertes non réalisées sur les crédits étaient en train de littéralement exploser. Et donc aujourd'hui, je crois au niveau de l'endettement, le montant des dettes non réalisé a explosé de 8% sur le trimestre dernier. Et donc, ça devient très très moche parce que ça n'arrête pas d'augmenter. Et qu'aujourd'hui, eh bien, le nombre de crédits qui sont garantis, eh bien, la plupart sont en train, 10% quasiment, sont déjà en train de passer à l'as. En gros, de l'argent qui ne reviendra jamais. Alors, pourquoi est-ce que cela se produit? On va faire simple. Les taux hypothécaires sont très hauts. Les Américains peuvent plus payer leurs intérêts hypothécaires. Résultat, ils peuvent pas solder leurs dettes. Et résultat, ces gars-là se retrouvent avec une dette que personne ne rembourse, avec une maison en garantie, mais on ne sait pas s'ils vont retrouver leur argent. Résultat, c'est ce qu'on appelle des pertes non réalisées. Et à un moment donné, quand la perte non réalisée augmente, eh ben, il se passe des trucs plus ou moins similaires à ce qui s'est passé. C'est pas tout à fait pareil, pas la même situation, mais à la Silicon Valley Bank derrière. Imaginez que si ça commence à péter d'un côté, il va y avoir un petit effet domino moyennement agréable, surtout que dans le même rapport, la FDIC a cité que 63 banques régionales américaines étaient au bord du gouffre et qu'ils allaient faire peut-être un grand pas en avant. Et donc, effectivement, on se retrouve dans une situation de parfaite tempête, de perfect storm, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, potentiellement, eh bien, si la Fed venait à monter les taux pour essayer de freiner l'inflation, ils vont tuer les banques régionales et ils vont tuer ces endettements et ces expositions de crédit. Et de l'autre côté, s'ils baissent les taux, l'inflation va monter et on est très très mal. Donc en fait, aujourd'hui, Monsieur Powell est coincé, mais vraiment coincé dans un étau, et on a l'impression qu'il n'a plus aucune marge de manœuvre et que fondamentalement, c'est extrêmement difficile de se sortir de cette situation. Il va devoir faire un mouvement important, et peu importe le mouvement, mais ça risque de faire plaisir à personne là tout de suite. Et donc, il y a une espèce de stress qui est en train de monter sur le côté des banques régionales. Et j'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé l'année passée quand on a eu une augmentation du stress sur les banques régionales. Ça a été extrêmement violent. On s'en est remis. Mais visiblement, l'histoire n'est pas tout à fait terminée et c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Ce qui est assez impressionnant ce matin, c'est que
Tout le monde s'en fout. J'ai vu la news tomber cette nuit, j'ai été sur le site de la FDIC et j'ai trouvé le rapport effectivement qui a été écrit, donc c'est pas une fake news. D'ailleurs le rapport vous pouvez le trouver sur mon site investir.ch, il est sur la chronique d'aujourd'hui, vous pouvez le downloader, donc ce rapport existe. La FDIC a fait des commentaires très prudents, voire très prudents, donc il y a un risque. Les futurs sont légèrement en hausse ce matin et tout le monde s'en fout. Vous allez sur Bloomberg, sur le Barron, sur CNBC, vous allez sur MarketWatch, vous allez sur n'importe quel site financier. En tout cas, à 8 h ce matin, personne ou presque personne n'en parlait. Néanmoins, ça a l'air de branler sacrément aux manches au niveau des banques régionales américaines. Donc il faut peut-être savoir raison garder, même si tout le reste des indicateurs pour l'instant sont ouverts et qu'on devrait aller chercher les plus hauts historiques dans les jours qui viennent parce que forcément l'emploi sera plus faible que prévu et donc ça devrait nous encourager dans une baisse des taux. Mais si on baisse les taux, ça pourra aider les banques régionales, mais attention, parce que si ça fait pousser l'inflation à la hausse, on va avoir un double problème, parce qu'ils vont devoir remonter les taux derrière, et que là, ça va tuer les banques régionales. Donc prudence quand même, parce qu'on peut avoir potentiellement un joli petit effet domino dont on se passerait largement. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Plein de choses à dire. Vous voyez, quand on regarde la performance des marchés, on se serait dit, bof, il n'y a rien à raconter. Eh bien si, il y avait plein de choses à raconter, et ça vient d'être fait. Donc moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, et puis alors surtout de la partager chez vos amis pour qu'ils s'abonnent, qu'on arrive à ces 40 000 followers. Sans blague. Bref, passez une excellente journée, je me réjouis déjà de vous retrouver demain. N'oubliez pas, il y a les JOLTS tout à l'heure, ça sera important, et ça sera probablement ce qui va diriger le marché aujourd'hui. Allez, à demain. Bye bye.